RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution. Une émission présentée par Anis Moulay et Asif Alaya. Et dans le vif de la Constitution démarre sur les ondes d'RTCI, Radio Tunis, chaîne internationale. Avec une équipe renforcée aujourd'hui. Tout à fait, professeur Abdelhamid Laabd. Sur les chapeaux de roue, hein. Non, pas du tout, parce qu'on termine, donc c'est pour cette raison que j'interviens de cette façon. Vous êtes euphorique parce qu'on termine? Non, pas du tout, non. C'est le dernier numéro de l'émission Dans le vif de la Constitution, vous l'avez déjà deviné. C'est pour cela qu'on va se lâcher aujourd'hui. Pas trop, hein. Pas trop. Alors, il y a toujours le meilleur pour la fin. Tout à fait. Oui. Avec nous ce matin, professeur Abdelhamid Laabd, maître de conférence, professeur en droit public dans les universités tunisiennes. Bonjour professeur. Bonjour Afif. Avec nous également, professeur Mounek Rayem Dridi, professeur de droit public. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour Afif. Anis Moulay également. Bonjour Anis. Vous pouvez dire aussi que je suis professeur de droit public. Professeur de droit public également, analyste politique et chroniqueur sur RTCI. Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs casquettes, Anis, donc. Oui. À vous de choisir. Ce matin, vous allez porter la casquette d'analyste politique. D'analyste politique, mais également de professeur vers la fin, puisque en tant que professeur, vous allez nous donner votre avis sur la Constitution. Vous savez, il y a une certaine hiérarchie chez nous, les enseignants universitaires, et je vais laisser parler donc les deux professeurs, c'est Abdelhamid et puis Moulay. Moi, je vais essayer de suivre un peu de loin ce qu'ils disent. Sans vos invités, donc. Pardon ? Sans vos invités, donc. On vous cède la parole volontiers. Alors, je parle au nom de moi-même et de ma collègue. Oui. La Constitution a bien été votée dimanche dernier. On a parlé de ça hier. Et aujourd'hui, on va récapituler un peu ce qu'on a dit tout au long de notre émission. Des 16 émissions à Nice dans le vif de la Constitution. Et je voudrais démarrer par un tour de table. Et on commence avec les dames. Excusez-moi, messieurs. Donc, professeur Mounek Rayem, quelles sont vos impressions? On respecte les préséances. Pas comme certaines personnes, ça c'est certain. Oui. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Constitution? Je voudrais dire tout d'abord que je suis soulagée de voir cette Constitution aboutir. Elle est là, c'est un nouveau-né dont on doit prendre soin. Et évidemment, le texte est perfectible, ça c'est clair, mais globalement, il s'agit d'une belle Constitution qui garantit les libertés, qui répond parfaitement aux attentes des Tunisiens, même si elle ne satisfait pas certaines personnes. Mais globalement, c'est une bonne Constitution, bonne et belle. Voilà. Pour vous, professeur Abdelhamid Laabd, est-ce que tout Tunisien peut se retrouver dans cette Constitution, dans la nouvelle Constitution? Plus ou moins, c'est-à-dire que ce qui a été enfanté comme texte, ça reflète un peu la Tunisie d'aujourd'hui. C'est pas dans son uniformité, mais dans sa complexité et dans le fait que toute personne finalement trouvera un peu ce qu'il pense, et donc une constitution un peu plurielle. Et avec les constitutions de ce genre, on ne sait pas comment les choses vont se faire concrètement. Donc, je dis sans être euphorique et sans être laudatif de ce qui a été accompli, parce que je ne peux pas l'être, sincèrement. Bon, tout dépendra de la pratique, de la façon avec laquelle, concrètement, cette constitution sera mise en œuvre. Donc, essentiellement, je l'ai dit la première fois lorsque je suis venu à cette table, que
tout dépendra pas de la Constitution, mais de la loi électorale. Ça n'a rien à voir. La Constitution, vous pouvez avoir la meilleure Constitution du monde, quand vous pouvez ne pas avoir de Constitution du tout, comme la Grande-Bretagne, et ça vous n'interdit pas de fonctionner correctement comme système politique, comme régime politique. Donc tout dépendra du système électoral, de la loi électorale, parce que, vous savez, nous avons aujourd'hui la preuve qui établit définitivement que nous avons un très mauvais système électoral qui a permis que tout le système transitoire qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, qui fonctionne encore maintenant, a abouti à l'Assemblée qu'on a vue, et aux écarts surtout qu'on a vus, et aux difficultés qu'on a vues. Donc c'est une constitution qui a été enfantée au forceps. C'est extraordinaire comme texte, et certains vont voir qu'il y a des avancées, etc., mais des avancées qui resteront tributaires de la pratique, de la façon avec laquelle le texte, surtout que l'essentiel des dispositions est renvoyé à plus tard. C'est pas aujourd'hui qu'on va l'appliquer, mais attendons voir. Et il faut surtout, la seule chose qu'il faut dire aux gens, qu'il faut rester vigilant. Tout à fait. Il n'y a pas de confiance. Surtout aujourd'hui avec le politique que nous avons. Je vois que vous partagez également l'avis de professeur Abd. Exactement, pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur Abd, on peut avoir une belle constitution, mais cela n'est pas suffisant. Il ne s'agit là que d'une étape, parce que tout dépendra évidemment de la loi électorale, mais également de l'interprétation que fera le juge de ce texte. Comme nous l'avons constaté, il y a plusieurs dispositions contradictoires dans ce texte, il y a plusieurs zones d'ombre, et donc c'est au juge constitutionnel qu'il appartiendra de donner l'interprétation de ces dispositions. Donc là, on peut vraiment être on doit être vigilant justement, et on attendra ce que dira le juge à propos de ce texte. J'espère qu'on aura largement le temps, Anis, de mettre la lumière sur toutes justement ces zones d'ombre, mais avant cela, je voudrais vous poser une question par rapport aux points forts et points faibles de cette Constitution. Alors, pour les points forts et les points faibles de la Constitution, d'abord, moi je ne suis pas le genre de personne qui essaye de donner un jugement de valeur par rapport à la Constitution, mais essayer de répondre à des questions par rapport à la Constitution. C'est-à-dire, est-ce que cette Constitution garantit la démocratie? Est-ce que cette question garantit les droits de l'homme? Est-ce que cette Constitution crée des contre-pouvoirs assez, je dirais, effectifs pour essayer donc de limiter le pouvoir un peu, je dirais, important de certaines institutions qui ont été prévues par la Constitution? La réponse, peut-être oui pour certains cas, peut-être non pour d'autres cas. On essaiera de débattre par rapport à ces arguments. Les points forts, si j'essaie de résumer de façon exhaustive, les points forts, parce que une constitution, ça ne saurait être résumé à, je dirais, quelques points exactement. Mais si je voudrais, je commence par le meilleur. Les points forts, c'est les libertés. On n'a jamais vu un texte aussi élaboré en matière de liberté. Toutes les libertés ont été pratiquement prévues dans cette constitution-là. C'est un chapitre vraiment avant-gardiste qui renforce des libertés comme la parité, par exemple, la question de parité entre l'homme et la femme, l'article 46, et aussi l'article 49 qui prévoit des limites, certes, mais des limites qui ne touchent jamais la quintessence, c'est-à-dire l'essence même de certaines libertés. Et ça, c'est une avancée majeure, c'est-à-dire demain, aucun organe exécutif, soit-il ou je dirais législatif, ne pourra mettre en quarantaine, isolé, de quelque façon que ce soit, ces libertés-là, qui ont la primauté d'être consacrées. C'est ça le texte fondamental le point fondamental. Aussi, cette constitution, elle est démocratique. Elle est démocratique parce que, et on n'en parle pas assez, mais c'est une révolution réelle par rapport à la démocratie locale qui a été instaurée. La démocratie locale, c'est-à-dire les pouvoirs qui vont être accordés. Je rejoins tout à fait ce que dit Abd Lahmid et ce que dit Mounet lorsque on dit que cette constitution est une belle charte. Je suis tout à fait d'accord, et que la consécration viendra confirmer ou infirmer donc la bonne volonté de nos gouvernants de mettre en œuvre cette constitution. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je dois dire aussi que cette constitution-là organise le pouvoir local de telle sorte que certaines prérogatives, et non des moindres, ont été accordées pour que la démocratie ne soit pas parachutée par le centre,
et le centre, c'est-à-dire par le pouvoir central, Oui. mais elle émanera essentiellement donc du pouvoir local, c'est-à-dire les régions, les communes, les gouvernorats qui vont être, je dirais, plus à même de participer donc à la vie publique. Aussi la constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes et notamment donc l'autorité relative à l'information, aux droits de l'homme, à combattre la corruption, au développement durable, ces autorités-là. C'est des avancées aussi majeures. Le point faible, à mon avis, il est important aussi, c'est un point faible, c'est le déséquilibre dans le système politique. C'est-à-dire En faveur du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, nous sommes dans un, je dirais, système qui fait prévaloir l'organe législatif, c'est-à-dire le Parlement qui détient pratiquement tous les pouvoirs, et dont l'émanation du chef du gouvernement donc sera la consécration extrême. Ce chef de gouvernement-là, qui sera issu d'une majorité au sein de l'Assemblée nationale, au sein donc du Conseil de représentants du peuple, c'est lui qui traitera donc de la politique de l'État avec l'aide et l'assistance. Excusez-moi le terme, du président de la République. C'est ça, il y a un certain déséquilibre en faveur. Mais bon, là aussi, je ne peux pas dire, c'est un point faible certes, mais même dans les plus grandes démocraties du monde, la démocratie donc de la Ve République française, on a vu qu'elle a donné la naissance à ce qu'on appelle la cohabitation. La cohabitation entre le Premier ministre issu d'une majorité qui n'est pas donc la majorité qui a fait élire donc le président de la République. On se souvient tous de ces empiètements, de ces... Bon, là je rejoins aussi, je finirai avec ça, pour ne pas monopoliser la parole. Oui, je finirai avec ça. Le juge constitutionnel tunisien, celui qui siégera donc à la Cour constitutionnelle, aura vraiment une lourde tâche pour interpréter des dispositions qui sont contradictoires, notamment dans l'article 6, s'agissant de la liberté de conscience et oui, on y reviendra tout à l'heure, mais avant cela, je voudrais poser une question. Quand est-ce que cette constitution rentrera en vigueur ? Cette constitution, donc voilà, si vous me donnez la parole, je ne sais pas si Abdelhamid, c'est l'article 147. Voilà, 146 exactement. Donc, je pense que c'est le 147. Peut-être la nouvelle disposition. Enfin, si vous avez les textes devant vous, on peut lire le texte. On trouve dans les dispositions transitoires. Oui, mais c'est l'article 147 des dispositions transitoires. Vous pouvez le lire donc pour. Je l'ai en arabe, mais je l'ai en substance. Oui, mais elle est déjà entrée en vigueur, la Constitution, avec la promulgation. Avec la promulgation des 3 présidents, elle est entrée en vigueur. On attend maintenant la publication de cette constitution qui sera décidée. Oui. Professeur, je lis le paragraphe 2 de cet article, qui est devenu aujourd'hui l'article 147. Les dispositions de la Constitution entrent en vigueur le premier jour du second mois qui suit la promulgation, la signature. La signature, c'est-à-dire le premier jour du deuxième mois, c'est-à-dire le 1er février ? Si j'ai bien compris. Je pense qu'il y a une petite modification qui a été faite, c'est les dispositions transitoires qui ont changé en fait. C'est la nouvelle constitution, c'est l'article 147, selon lequel la promulgation sera faite par les 3 présidents. Elle a été faite par les 3 présidents, mais il y a une procédure, une dernière procédure. C'est la publication. C'est la publication qui doit être faite par le président de l'ANC. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas donc vu cette publication-là. Et en principe, donc c'est le président de l'ANC qui devrait lui-même publier dans le genre dans un numéro spécial. Et à partir de ce moment-là, quand on aura en vigueur... la publication, justement, c'est pour l'opposabilité. Oui. Mais l'entrée en vigueur, elle a déjà eu lieu avec la promulgation, parce que la promulgation est un acte juridique qui atteste de l'existence de la Constitution. Moi, je voudrais bien m'attarder un peu sur les libertés, puisque si on peut dire, notre révolution, elle est basée sur les libertés. Est-ce que la nouvelle Constitution, elle garantit les libertés pour le peuple tunisien? Et qu'est-ce qui garantit? Est-ce que c'est l'application de la liberté, de la garantie des libertés pour le peuple tunisien? Évidemment, cette constitution consacre un chapitre entier aux droits et libertés. Elle garantit presque toutes les libertés, sauf ce qu'on pourrait reprocher à ce chapitre relatif aux droits et libertés, c'est que elles sont adressées aux citoyens
citoyen et non pas à l'individu. Ce sont des droits de l'homme, des libertés de l'homme et non pas du citoyen. C'est-à-dire que l'étranger pourra ne pas se retrouver dans ce texte, dans cette constitution. Si on prend pour exemple les libertés relatives à la circulation, à la santé, etc., elles sont octroyées aux citoyens tunisiens et non pas à l'individu, alors que ce sont des droits basiques de l'homme. Voilà. Pour vous, professeur Abdelhamid Labed, est-ce que vous partagez l'avis de professeur Mounek Rayem? Globalement, je partage ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que, et ce qu'a dit Anis aussi, que le texte se caractérise par tout un chapitre qui a été consacré aux libertés et aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme. Donc, manifestement, il y a une avancée sur ce point-là. Ça, j'en conviens. Je n'ai pas d'objection là-dessus, ou de commentaires un peu particuliers là-dessus. Du moins, c'est lorsqu'on compare les textes avec la Constitution de 1959, il y a certains aspects qui sont positifs, ça j'en conviens. Il y a d'autres qui constituent, par exemple, à mon avis personnel, une régression. C'est-à-dire le fait que, par exemple, la liberté de former deux partis politiques, qui est tout à fait, on ne sait pas exactement, c'est la liberté plus ou moins sans garde-fou. C'est-à-dire pour une démocratie en naissante, etc., un bébé comme ça, je trouve que ça va poser problème nécessairement. Et par exemple, j'ai dit ça parce que dans d'autres constitutions, dans d'autres pays qui ont vécu une période transitoire, il y a clairement, et aussi dans des pays qui ont vécu des situations dramatiques, catastrophiques comme l'Allemagne par exemple, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tous les partis politiques qui ont été autorisés, et même la Cour constitutionnelle allemande, toujours jusqu'à aujourd'hui, établit et pose des garde-fous concernant la liberté de former des groupuscules ou des partis politiques. Donc il y a certaines faiblesses au niveau de liberté. Mais globalement, je trouve que le texte est assez étoffé, mais ça restera toujours aux mains de la justice et aux mains du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous disons que le texte est parfait et magnifique, et dans les prisons tunisiennes aujourd'hui, en 2014, il y a certaines personnes qui sont emprisonnées pour des questions de conscience, de liberté de conscience, à mon avis. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, et même avec tout la chorale laudative, etc., c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire la pratique ne suit toujours pas. Avant de marquer, Nice, notre pause musicale, puisque notre rendez-vous se poursuit jusqu'à 9h30 et dans quelques minutes, le flash de l'actualité de 9h, on va parler pendant la deuxième heure de la difficulté. D'abord, est-ce qu'il y a une difficulté? Parce que plusieurs personnes, et analystes et professeurs également, ils parlent de la mise en place et la mise en œuvre plutôt, et l'application de cette constitution, parce que ça, c'est le plus difficile, si on peut dire ça entre guillemets. Donc je présume tout à l'heure, après le flash de l'actualité, on va consacrer notre deuxième partie à cette question, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, dans quelques minutes, rendez-vous avec le flash de l'actualité de 9h. Slahdin Bembarek sera là et on se retrouve tout de suite après. RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution, une émission présentée par Anis Moulay et Asif Alaya. Et dans le vif de la Constitution, on reprend toujours sur les ondes d'RTCI avec nos invités, avec professeur Mounek Rayem Dridi, professeur de droit public, et également professeur Abdelhamid Labed, professeur de droit public. Anis Mora est toujours avec nous dans le vif de la Constitution. Donc on va terminer la première partie qu'on a déjà démarrée avec la difficulté, si on peut dire entre guillemets, de la mise en œuvre de la Constitution. Professeur Abdelhamid Labed, est-ce que le difficile reste à venir? Le plus important reste à venir. Donc, cela permettra de juger de ce qui a été accompli. Est-ce que cela est réussi ou n'est pas réussi? Et vous savez, le critère de tout système politique, c'est la pérennité, c'est la permanence dans le temps. Et surtout, la façon avec laquelle les crises, les difficultés vont être gérées.
c'est le propre de toute constitution, c'est le point fort, c'est le critère déterminant pour dire que il y a un texte réussi ou n'est pas réussi. Donc c'est la pratique, c'est le système politique en lui-même, c'est la classe politique, la société civile, la presse, tout ça, ils vont travailler pour que le texte soit réussi, soit il échoue. Donc maintenant, le texte est là, il va être approprié par le peuple, donc, et au peuple d'en faire ce qu'il veut. Donc c'est ça, à mon avis, c'est le critère déterminant. Nous avons les expériences de tous les autres pays du monde. Aujourd'hui, les États-Unis vivent avec la plus ancienne constitution écrite dans le monde, qui date de 1787. Oui. Et aussi, c'est la première constitution du XXIe siècle aujourd'hui, concrètement. Et donc, avec un nouveau-né dans un pays comme la Tunisie, qui vit des tiraillements, qui vit des difficultés pour savoir qui nous sommes et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Oui. Donc, tout ça, ça va être l'occasion pour voir est-ce que effectivement le texte est viable ou n'est pas viable, ou comme disent certains, c'est un mort-né. Donc, aujourd'hui, nous entrons en plein dans le sujet. Ceux qui l'ont dit, c'est Abdelhamid, je rappelle, ils n'ont pas manqué l'occasion de festoyer et d'aller même donc à Carthage pour faire la fête après avoir voté le texte. Mais ils ont voté pour le texte, ils n'ont pas voté ça vous contre. démontre la qualité de la classe politique que nous avons. Oui. Donc, ce qui est déterminant, c'est la classe politique qui va appliquer ça. La société civile aussi, la presse aussi. Moi, je voudrais d'abord, Afef, d'un point de vue procédural, donc parler de l'entrée en vigueur de la Constitution, et mis à part donc cette petite, je dirais pas polémique, mais cette petite, je dirais, critique vis-à-vis donc à la promulgation et à la publication. À la publication. Je voudrais juste dire qu'il existe donc que l'entrée en vigueur de cette Constitution se fera de façon graduelle. C'est-à-dire que cette Constitution-là ne va pas entrer directement en vigueur, du moins dans la consacration de ces institutions. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il va y avoir deux textes qui se chevauchent. C'est l'organisation provisoire des pouvoirs publics, qui reste en vigueur pour certaines matières, et aussi le texte de la Constitution qui rentrera graduellement petit à petit. Et pour que les institutions prévues dans la Constitution soient élaborées et mises en œuvre, pour certaines, il faut des élections. Oui. Par exemple, comme pour le chef de l'État, ou pour le Parlement. Par exemple, jusqu'à ce jour, nous avons un président de la République provisoire qui a été donc mandaté par l'Assemblée nationale constituante pour occuper ce poste-là, et qui restera quand même en place, malgré qu'il existe une nouvelle constitution. Quand est-ce que ce monsieur quittera donc ses fonctions, ces institutions-là? C'est lorsqu'il y aura donc des élections. Et là, tout le volet relatif à la présidence de la République entrera en vigueur conformément à la Constitution. C'est bien le cas aussi pour le volet législatif. Qui se chargera actuellement de ce volet-là, c'est l'Assemblée nationale constituante, certes dans des prérogatives particulières, et ça c'était l'avancée majeure par rapport au texte ancien de la mouture du 1er juin, parce que il ne va pas légiférer, le Conseil, c'est-à-dire l'Assemblée ne va pas légiférer dans toutes les considérations, mais ce Conseil, c'est-à-dire cette Assemblée, quittera le pouvoir législatif avec donc les élections législatives. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres instances. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature, il y a aussi, et à ne pas oublier, et c'est très important, la consécration de la démocratie locale à travers donc les élections municipales. Et la Cour constitutionnelle. Tout à fait, aussi, et la Cour constitutionnelle, oui. Donc, pour rebondir, Enis, tu parlais des institutions constitutionnelles, telles que l'institution du chef de l'État, l'institution les législatives, c'est-à-dire le Parlement, et ces institutions ne verront le jour que lorsqu'on aura une loi électorale. Tout à fait. Donc, rien ne se fera sans loi électorale. Il faut distinguer, et nous l'avons dit la dernière fois, entre deux moments. Il y a l'entrée en vigueur, qui se fait de façon totale, mais il y a également l'application graduelle du texte, et cette application dépend des lois qui seront votées par l'Assemblée constituante, qui jouera le rôle de législateur, exactement. Donc, tout dépendra de la sagesse du peuple tunisien, en définitive. C'est-à-dire que finalement, tout dépendra des élections, du système électoral qui sera et pour le système électoral, on va essayer à Rafef d'organiser quelques émissions
donc pour expliquer, parce que c'est une matière très complexe. Technique aussi. C'est une matière qui demande le concours de juristes, qui demande le concours de statisticiens, qui demande le concours d'ingénieurs aussi en statistique, pour connaître un peu, ce n'est pas une chose aisée. La société civile, comme les partis politiques, sont en train d'élaborer. Ils ont déjà démarré les travaux. Exactement, ils ont déjà démarré, et je pense que la commission de législation générale est en train de recevoir, donc au niveau de l'Assemblée nationale constituante, qui se chargera d'élaborer le texte, donc est en train de recevoir les propositions. Il faut s'atteler pour je dirais un objectif majeur, la bonne représentativité donc du peuple tunisien au niveau donc du pouvoir législatif. Tout le système, tout l'avenir du système politique qui est mis en place par cette constitution sera jugé par le système électoral qui sera mis en place. Exactement. Il dépendra, de ce système. Et là, on va revenir à certains articles qui ont créé à un certain moment des polémiques et qui n'ont pas fait l'unanimité, notamment l'article 6 en rapport avec la liberté de conscience et l'article 106 par rapport à l'indépendance de la justice. Donc on va commencer avec l'article 6 pour vous, professeur Monet. Oui, tout à fait. L'article 6 continue à faire encore... exactement, continue à faire... à ne pas faire exactement, à diviser les juristes, le peuple, etc., pour toutes les contradictions qu'il renferme. Parce que d'un côté, il consacre la liberté de conscience, mais d'un autre côté, il sanctionne les atteintes au sacré. Et là, il s'agit d'une notion vague qui pourrait être utilisée un autre jour par le juge, en général, et par le juge constitutionnel, justement pour limiter les libertés au nom du sacré. Même si l'on pourrait s'entendre sur la notion de sacré, comment seront les atteintes? C'est-à-dire comment peut-on définir les atteintes au sacré? Et là, je pense que seront visés en particulier les artistes, et c'est le droit à la liberté de création culturelle qui sera menacé par cette disposition. Et j'ajouterai l'autre difficulté par rapport à ça, par rapport à tout ce que vient de dire à juste titre Monet. Si on incrimine pour un fait et qu'on essaie de délimiter une liberté, il y aura quelqu'un de l'autre côté qui va se prévaloir de sa liberté de conscience pour dire je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est ça la contradiction dans laquelle le juge constitutionnel risque de ne pas trouver une sortie. J'ajouterai autre chose par rapport à ça. En fait, il y a aussi, je vais essayer d'expliquer un peu que cette petite réflexion, lorsqu'on dit incrimination de l'abjuration ou de l'apostasie, c'est que quelque part vous avez émis un jugement de valeur sur cet élément-là. Alors que ce qui signifie, dans le contexte actuel, que dire que je ne crois pas en Dieu, ou je suis agnostique, ou je suis donc d'une autre religion, signifie que je peux passer devant le tribunal. Or, comment vous estimez être ainsi alors que vous avez une liberté en contrepartie qui est la liberté de conscience, qui elle vous donne la possibilité de choisir votre religion, d'être religieux ou de ne pas être religieux, d'être agnostique ou d'être athée. Voilà. À mon avis, le texte de l'article 6, c'est un texte malheureux. Tout à fait. Parce que ça ne devrait pas avoir lieu dans le texte de la Constitution. C'est un texte de droit pénal. Et pour l'information de tout le monde ici et de toute personne qui nous écoute, jamais dans le droit pénal tunisien une disposition pareille n'a existé. Le code pénal tunisien existe depuis maintenant plus que 100 ans. Il vient de fêter son 100 ans là. Voilà, il entre dans sa 101e année. Et il ne contient pas une pareille disposition. Donc on ne peut pas ouvrir le cœur de gens pour savoir ce qu'ils pensent. Et on ne peut pas légiférer dans cette matière. Donc c'est pour cette raison que je trouve le texte malheureux, n'a pas sa place dans le texte dans la Constitution elle-même, tout court, pour éviter tout problème. Et on a ouvert une porte qui n'existe pas. C'est gratuit ce qui a été fait, et c'est malheureux parce que certaines personnes, c'est-à-dire que le texte reflète les contradictions de la société tunisienne, uniquement. C'est-à-dire que ces contradictions, excusez-moi, c'est-à-dire que ces contradictions ne sont pas donc acculées au calendrier grec, mais seront toujours en vigueur, et le fait de constitutionnaliser cela, Rafef, les mettra au devant de la scène à chaque fois qu'un parti politique essaiera d'utiliser un peu aussi la schizophrénie du peuple tunisien. On ne sait pas ce qu'on veut, c'est-à-dire finalement on reporte à plus tard les décisions fatales, déterminantes sur l'avenir du pays. On ne veut pas faire face à nos difficultés existentielles. C'est un texte pour juste
littéraire, mais aussi psychologique. Hein. Oui. C'est pas un texte juridique, l'article 6. Autre contradiction causée par l'article 6, c'est par rapport aux conditions de candidature à la fonction de chef de l'État. On maintient la condition de, entre guillemets, l'islamité du chef de l'État, alors qu'il y a un autre article, l'article 6, qui consacre la liberté de conscience. Oui. Comment peut-on s'assurer justement de l'islamité, disons entre guillemets, du chef de l'État? C'est une condition subjective, mais je pense que le maintien de cette condition répond à des considérations purement sociales. Juste un seul bémol, Mouna, il ne s'agit pas de s'attaquer donc aux valeurs de l'islam. Exactement. Il faut bien donc le spécifier pour que ces propos ne soient pas interprétés comme tels. On est en train de parler des difficultés juridiques, d'interprétation qui peuvent donc avoir lieu. Voilà. Oui. On va passer à l'article 106. C'est-à-dire, c'est un problème qui sera traité par la suite, et je souhaite qu'il ne sera pas posé devant la justice. Voilà. On va passer à l'article 106 qui ne faisait pas l'unanimité. Qui a créé à un certain moment la polémique, mais par rapport à l'indépendance de la justice, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet article? En fait, l'article 106, c'est le nouvel article qui a été adopté dans la Constitution. Mais l'article qui a fait la polémique, c'est l'article 103. Oui. Et je vais essayer un peu d'expliquer donc un peu ce qui s'est passé. Dans l'article 103, on a commencé avec un article qui est simple, qui ne pose pas de problème, c'est que le président de la République nomme les juges en fonction d'un avis conforme, je dis bien conforme, qui émane du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire, on a une liste qu'on donne au président de la République, et le président de la République donc nomme ses juges. Il n'a aucun pouvoir discrétionnaire en la matière. Il entérine la liste. Il entérine, exactement. C'est un pouvoir donc d'entériner. Voilà. Ouais. L'amendement qui a été fait, et qui a suscité pas mal de remous, par rapport à ce qu'on appelle les emplois fonctionnels du secteur public de la justice. C'est-à-dire, ce sont des fonctions qui ne répondent pas à une logique de carrière. C'est-à-dire, on ne va pas gravir les échelons petit à petit pour arriver. Non, c'est des emplois fonctionnels. Aujourd'hui, vous êtes un juge de 3e degré, là, on vous appelle, on vous dit, venez, vous allez devenir donc le premier président de la Cour de cassation, le premier président de... Ça, il existe 7 fonctions qui sont déterminantes, qui sont très importantes. Là, l'amendement voulait que, sur proposition du ministre de la Justice, c'est le président du gouvernement qui se charge de nommer ces ministres-là, ces juges-là, à ces postes, à ces 7 postes donc clés. Là, on s'était dit, alors, le Conseil supérieur de la magistrature, il fait quoi? Il nomme uniquement les juges autres que ces 7-là, qui sont très importants aussi. Donc il y a eu cette polémique-là par rapport à l'indépendance de la justice. Ces 7 grands sont par ailleurs membres de droit du futur Conseil supérieur de la magistrature. Exactement. Et qui plus est, ils sont membres donc du Conseil supérieur de la magistrature qui lui entérine la liste des juges donc qui vont être donc nommés par le président de la République. Voilà, et là, donc, on s'était retrouvé devant un blocage énorme, monstre, dans la mesure où l'indépendance de la justice était touchée en filigrane, c'est-à-dire donc de manière implicite, mais qui aboutirait donc à ce que nous avions vécu auparavant dans la Constitution de 59. D'accord. Professeur Monet, donc avant de terminer cette émission, il faut juste parler de, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé comme solution pour donc aboutir à l'article 106. Donc, c'est que le président de la République ne pourra pas nommer, il peut refuser la liste qui lui sera proposée par le Conseil suprême de la magistrature, mais il ne pourra pas nommer en dehors de cette liste. Donc cette liste limitera en quelque sorte le pouvoir de nomination du président de la République. Je trouve la solution qui a été adoptée tout à fait acceptable, le fait que la nomination aux emplois dans la justice est une prérogative du Conseil supérieur de la magistrature. Donc on est revenu... Qui est dans sa majorité élu. C'est ça aussi la nouveauté. Voilà, il sera avec ce mécanisme-là, il sera totalement élu. Exactement, La composition à 100% de personnes qui seront élues, parce que finalement, le fait que le Conseil supérieur de la magistrature se charge de la proposition de candidats pour le poste clé
de l'appareil ou du service public de la justice dans le tribunal le plus important, tel que la Cour d'appel de Tunis ou le tribunal de première instance de Tunis, je parle du procureur de la République. Donc, ce qui a été prévu comme texte, c'est tout à fait acceptable. Je trouve une avancée par rapport à une situation antérieure. Dans une situation meilleure, j'aurais aimé que le juge passe devant l'Assemblée. Comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Pour le procureur de la République. Voilà, comme si on est dans une démocratie un peu parfaite. Vous savez, nul n'est parfait, finalement. Je crois à Nice, on a mis les points sur tous les points. J'espère. Voilà. J'espère que nous avons contribué donc à diffuser une certaine culture juridique. Je suis en train de remarquer avec plaisir qu'actuellement le politique détrône le sportif dans les cafés, dans les discussions entre amis. Oui. Et c'est tant mieux parce que ça permet aux citoyens donc de comprendre un peu la chose publique et essayer quand même d'avoir un œil critique au-delà des considérations donc que nous avions connues tout au long donc des dictatures précédentes. Oui. Avant de terminer, je voudrais vous laisser pour chacun d'entre vous le dernier mot. Let's keep up the job. Il faut continuer le travail. Le travail. Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Constitution vivra dans la société et vivra avec le peuple. Et donc, c'est au peuple de s'approprier ce texte-là. Ça a permis ce que j'ai remarqué aussi, ça fait plaisir, your accent is perfect. Merci. Ce sont des réminiscences anciennes. Sincère. Ce sont des réminiscences anciennes de ma petite histoire. Professeur Monekraïm. Voilà, il faut rester vigilant, tout simplement. Il faudra maintenant se concentrer sur la loi électorale et faire en sorte que cette constitution soit intégrée dans l'esprit de chaque citoyen. Il faudra aussi vulgariser les notions, encore plus les notions et informer le citoyen de ses droits consacrés par ce texte, et je reste optimiste. Oui. Dans le vif de la Constitution, prend fin, c'est le dernier numéro. Également, le dernier jeudi, la matinale du jeudi, mon réveil malin du jeudi. Je me suis habituée, donc on va se retrouver une seule fois par semaine, le mercredi matin. Merci aussi le technicien. Oui. Pas encore, on est en train de... On y arrivera. Merci, Nawel Saïdi. Il a pris les bonnes habitudes. Moi, je pense que Saad Lahmid est très tenté par une expérience radiophonique. Oui, tout à fait. C'est ce que vous avez constaté, vous. On remercie Nawel Saïdi. Certaines choses que j'ai faites dans le passé aussi. Oui. Aux États-Unis? Ici. Pas ici, hein. Pas ici. Persona non grata dans ce pays. On remercie Nawel Saïdi pour sa collaboration technique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h dans C'est le Mag. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Yanis, on se retrouve mercredi prochain dans le vif du sujet à partir de 8h. Je vous remercie, merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Abdelhamid Labed, professeur Monekraïm. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir et bye bye. Au revoir.